des gens qui ont zéro contexte et qui ont jamais fait un sport, ils vont aller dire à un mec qui a haut niveau dans son sport que sa technique est pas bonne. T'es qui pour dire ça? Tu vois, dans le 100 en hauteur, avant, il passait en ventral, je sais pas si tu vois. Puis Fosbury, il est arrivé, il a dit mais qu'est-ce qu'ils me font là? Il est passé en dorsal, ouais, sur le dos, et ils l'ont tous regardé en mode ouais, c'est pas la bonne technique. Et lui, il a fait mais je suis le meilleur en fait. Hier, je regardais une vidéo où c'était une championne du monde en powerlifting qui faisait un développé couché. En fait, t'as quelqu'un dans les commentaires qui lui a dit que genre c'est n'importe quoi sa technique et tout. Toujours. Et elle lui a répondu je suis championne du monde de telle année. Quand je montre mes entraînements et que je fais des squats, j'ai toujours un mec ou deux, tu sais, qui va m'envoyer un DM, me dire ah mais t'as les genoux qui rentrent sur l'intérieur quand tu remontes du squat. Bienvenue sur ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, on va te parler d'un sujet croustillant, la technique d'exécution. Donc on pense qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, à remettre en question, mais des choses aussi à confirmer un peu. Donc on va te parler de la technique d'exécution, que ce soit dans le sport, renforcement, musculation, etc. Ou même dans l'activité sportive, dans n'importe quelle activité, que ce soit de la course à pied, que ce soit du trail, peu importe. Et essayer de nuancer un peu cette notion-là. Ouais, il y a toujours des débats sur la technique, comme tu dis, que ce soit aussi bien, déjà avec toutes les vidéos qu'on peut voir circuler sur les réseaux, évidemment des vidéos qui peuvent faire beaucoup débat, où tu vois des personnes sauter avec des valgus par exemple, ou des gens faire des deadlifts avec des dos ronds, des squats, etc. Bref, quels que soient les mouvements, que ce soit à la salle ou dans le sport, ça suscite beaucoup de débats parce qu'il y aurait une technique à réaliser et qui, tu vois, une technique parfaite, entre guillemets, une technique efficiente. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut remettre en question. Donc déjà, je pense que il faudrait déjà définir un peu ce que c'est que la technique. Alors sans te donner une définition universitaire, etc. On n'a pas été chercher une définition d'un article ou quoi, mais je pense que si on réfléchit bien et qu'on essaie de faire les choses simplement, on se dit qu'une technique, c'est simplement un moyen de réaliser une tâche en fait, d'atteindre dans un environnement donné, ouais. d'atteindre le but d'une tâche, la tâche ici dans notre cas qui est un mouvement. Ouais, dans un environnement donné, ouais. Si on fait un peu on pourra peut-être reparler aussi un peu de la théorie des systèmes dynamiques et tout là, avec le lien tâche-environnement et tout. Mais ouais, pour la technique d'exécution, c'est un peu ça. C'est le but, c'est réaliser une tâche. Et il y a plusieurs façons de réaliser une tâche. Et il y a autant de façons qu'il y a de techniques pour arriver à une même tâche. Et ça nous amènera aussi à la notion de variabilité. Donc du coup, est-ce qu'il existe une bonne technique d'exécution, une technique parfaite? Pour répondre, évidemment, on va répondre à cette question dans le podcast, mais la question, c'est pas oui, c'est pas non, c'est un peu, ça dépend, tu vois. Il y a, je pense, plus ou moins une bonne technique en fonction des personnes. Ouais, c'est ça. En fonction de... Enfin, par rapport aux spécificités de la personne, Ouais. mais il y a aussi par rapport au sens commun de ce qu'on trouve bien, beau, C'est ça, de en ce fait. qu'on trouve... parce que, en fait, la technique, en tout cas, moi, d'extérieur, c'est ce que j'entends souvent, mais la technique, c'est un idéal qu'on considère comme plutôt efficient, et du coup on dit bah ça c'est une bonne technique, ça c'est une mauvaise technique. Des fois les gens parlent d'économie, ils disent ça c'est une technique économique, ça c'est une technique non économique. Ils disent ça c'est une technique pour se blesser, ça c'est une technique pour pas se blesser. Voilà. Et donc à chaque fois il y a toujours un truc, mais après c'est pour ça que la définition de la technique elle est compliquée en fait, c'est que c'est de la technique par rapport à quoi, pour faire quoi, dans quel objectif, dans quelle tâche en fait. Alors là, oui, alors certains se diront que c'est un peu de la branlette intellectuelle. J'en entends parler, mais non, en réalité, il y a vraiment une importance derrière ça, parce que si on se base purement sur l'esthétique, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément l'esthétique, en tout cas dans un objectif de performance. Je pense que voilà, si on en revient à cette définition de la technique, c'est une façon, un moyen d'atteindre un objectif d'une tâche donnée, ou de réaliser un mouvement. Bah, il y a plein de façons de le faire, comme tu dis, en fonction des caractéristiques de chaque personne. Par exemple, prenons un exemple. Toi, on pourra reprendre l'exemple de la course à pied, par exemple. Mais si on parle, je sais pas moi, du squat, par exemple, c'est toujours un exemple qui revient. Mais si on prend l'exemple du squat, il y a plusieurs façons de réaliser un squat.
évidemment qu'on cherche à standardiser les choses et à se dire, oui, sur ton squat, il faut que tu aies le dos droit, que tu n'aies pas le fameux butt wink en bas où tu as cet arrondissement, cette rétroversion du bassin. Il faut que tu aies les pieds qui soient orientés face à toi, qui ne soient pas sur l'extérieur. Il faut que tu aies les pieds à largeur du bassin. Bref, enfin, tu vois, on cherche à standardiser et dire, tiens, il y a une bonne façon de faire, par exemple, un squat, mais ça peut être n'importe quel mouvement. Alors qu'en réalité, en fonction de ta mobilité, par exemple, en tout cas pour ce mouvement-là, parce qu'il y a des gros déplacements angulaires, donc forcément, ça demande de la mobilité. Mais en fonction de ta mobilité, en fonction de ta morpho-anatomie, donc la longueur de tes leviers, tu vas pas t'organiser dans l'espace de la même manière. Et en fait, ton système nerveux, lui, c'est ton système nerveux qui s'auto-organise pour te donner des options pour réaliser un mouvement. Tu vois, quand tu fais un mouvement, tu réfléchis pas en permanence je sais pas moi, à tous les détails articulaires, position de chacun de tes segments quand tu fais un mouvement. Tu n'es pas en train de penser à tout ça. Donc, tu as une auto-organisation qui dépend de plein de ces facteurs-là. Et donc, par exemple, sur un squat, chaque personne aura, si tu regardes des vidéos, chaque personne aura une façon de squatter qui va être différente, ou chaque personne aura une façon de courir qui sera différente. Euh, donc voilà, tu vois, déjà, il n'y a pas une technique d'exécution qui est supérieure à une autre. Maintenant, je pense que c'est quand même aussi, on y reviendra, mais important de standardiser un petit peu aussi pour l'apprentissage moteur, parce qu'évidemment, le piège là-dedans, c'est de se dire, oui, s'il n'y a pas une bonne technique, à ce moment-là, quand on apprend à quelqu'un à se faire un soulevé de terre ou un squat ou quoi, on lui dit, vas-y, tu t'accroupis, tu te relèves, tu vois, on donne plus aucune cues, aucune consigne, et genre on laisse, entre guillemets, la personne s'auto-organiser et tout ça, mais je pense pas que ce soit la solution non plus. Puis le truc par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, la triade entre la tâche, l'individu et l'environnement, le fait de standardiser un mouvement et de dire on va essayer de respecter certains critères, vite fait l'orientation des pieds, la position du dos, etc. En fait, ça te permet de contrôler pas trop l'environnement parce que ça va plutôt être la charge, mais plutôt la tâche en fait à réaliser. Parce que si tu changes constamment de position, etc., la manière en fait tu changes la tâche à réaliser, tu changes la finalité de l'objectif de l'exécution du mouvement. Donc le fait de standardiser et de donner des critères, surtout quand tu commences leur info, la muscu ou quoi, ça te permet de garder des patterns, et après ces patterns-là, malheureusement on y associe toujours une technique parfaite, mais au moins tu standardises la tâche à réaliser, et après tu peux jouer sur l'environnement, qui dans le cas au final du renforcement, l'environnement ça peut juste être de rajouter de la charge sur la barre, tu manipules l'environnement, et voilà. Mais pareil, ces organisations-là articulaires dépendent aussi de l'individu, donc la troisième partie de la triade, puisque tu as la morpho anatomie qui va rentrer en jeu, etc. quoi. Ouais, je pense que c'est, comme tu dis, c'est important d'avoir un fil directeur, de standardiser par rapport à l'apprentissage moteur et tout ça quand on débute. On dit pas que ça y est, tout le monde a une technique différente, qu'on s'auto-organise de manière différente, etc. Vu qu'on est, chaque individu est unique, il faut pas du tout standardiser. Tu vois, c'est pas le piège dans lequel il faut tomber. C'est bien d'avoir une ligne conductrice, mais derrière, il faut comprendre que, au final, puisqu'il n'y a pas une technique parfaite, et qu'il y a plein de techniques, tu vois, comme on dit, il y a plein de chemins qui mènent à Rome, derrière, on peut s'adapter. Et ça revient à cette notion de variabilité, où quand tu regardes le mouvement chez des gens qui sont experts dans leur discipline, au final, ils ont surtout plein d'options pour réaliser une même tâche. Et c'est ça, en fait, c'est la capacité d'adaptation qui démontre, et c'est ça qui fait l'expertise quelque part. Parce que si tu n'as qu'une façon de faire un mouvement, une façon de faire, par exemple, je sais pas, mais imagine on te dit, et ça c'est un gros problème je trouve, mais dans la course à pied, tu vois, tu as des gens qui doivent manquer de compétences, je pense, mais qui vont te dire non, il faut que tu cours toujours sur le bord externe, tu te laisses pas aller en pronation, ou, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est sûr. Au final, si tu fais du trail, et toi tu le sais mieux que moi, mais quand tu es sur des terrains chaotiques et tout, non, il faut que ton pied, ta cheville et tout soit en mesure de s'adapter, qu'il y ait une variabilité au niveau de ses segments articulaires et tout. Si tu ajoutes la fatigue en plus. Voilà, si tu ajoutes la fatigue, parce que la fatigue, généralement, restreint la variabilité Ouais. pour l'économie, mais tu dois être capable de t'adapter, hein, surtout là on parlait de la triade tâche, environnement et Individu. individu.
Mais dans un environnement qui change, si on prend l'exemple du trail, tu peux pas courir d'une manière standardisée. Tu es tout le temps en train de t'adapter parce qu'il y a des cailloux, parce que du coup ton pied quand il va toucher le sol, suffit que tu sois sur un plan un peu incliné, ta cheville elle va être en inversion de fou, l'autre en inversion. Enfin, Ouais, c'est tu es ça. obligé de t'adapter. Tu cours pas sur une piste d'athlée purement sur du plat. Bref, si tu veux, c'est qu'on arrive dans des extrêmes au final et derrière on dit n'importe quoi et dès qu'on sort d'un cadre, on se dit ouais, on va se blesser ou alors on est plus Hmm. performant. Mais ça, pareil, je pense, on en avait parlé par rapport à la. Je crois que c'était la plio et la variabilité, il me semble. Mais si par exemple, c'est dans une problématique de blessure et que tu te blesses dans un environnement qui est hyper variable, donc où la technique va constamment changer en fait, parce que bah oui, tu peux avoir certains critères qui vont se ressembler et qui vont se réitérer, mais au final, l'environnement te contraint à être hyper variable, et ça, dans un point de vue purement spécificité par rapport à la blessure, faut répliquer cette variabilité, faut répliquer l'environnement. Tu pourras pas de toute façon répliquer au maximum dans des mouvements standardisés ce qui va t'arriver à l'extérieur, quoi. Ouais, ouais, t'as raison. C'est vrai que je vois vraiment si tu veux, je vois vraiment le mouvement, quel qu'il soit, justement comme l'émergence de ça, de la tâche, de l'environnement et de l'individu. Et en fonction des sports, c'est vrai que l'émergence du mouvement va être En différente. escalade. C'est clair. Bah, là, pour le coup, dans les sports de pleine nature où c'est Mm. l'environnement qui change tout le temps, pour le coup, bah forcément, l'émergence du mouvement fait que le mouvement, il est à chaque instant différent. Et du coup, ta technique est tout le temps différente. Après, on se dit, oui, d'accord, mais dans des sports où, pour le coup, on pourrait dire à habileté fermée, Ouais. en opposition à l'habileté ouverte, dans des sports en habileté fermée, c'est-à-dire où il y a très peu de variabilité en fait qui change peu ou c'est toujours dans un cadre fermé. Je sais pas, moi justement je l'ai pratiqué donc je vais prendre cet exemple là, mais tu prends l'haltérophilie, bon voilà, tu es sur un plateau d'haltéro, tu es en intérieur, il n'y a pas de changement environnemental, c'est toujours la même chose, tu es sur du plat, tu as tes chaussures, tu as tes accès, enfin bref, c'est toujours c'est très fermé comme habileté, mais pour autant, même si on répète un mouvement alors pour le coup qui n'est pas simpliste en haltéro, mais même un mouvement des fois simpliste, euh, ça nécessite de la variabilité. Mm. Et ça me fait. Et du coup, pour le coup, la définition de la technique, pour moi, ça revient à parler de variabilité. Parce que. Parce qu'on doit avoir plein de façons de réaliser une même tâche. Et je pense que si on reste sur le squat, par exemple, au final, en cas dans le cas de la fatigue, il faut bien que tu puisses dévier d'une condition idéale dans laquelle, enfin, que tu réalises quand tu es frais. Et, euh, et ouais, je sais plus où je voulais en venir par rapport à ça. Mais oui, la technique, on pourrait la voir comme, si tu veux, au final, une façon de répartir, d'un point de vue tissulaire, là, pour le coup, c'est différent, mais une façon de répartir les contraintes sur les Ouais. tissus. Tu vois? Donc, quand on parle d'esthétique, ouais, euh, je- en fait, ça dépend du mouvement dont on parle, mais tu vas dire, tiens, peut-être que tel tissu va être chargé à tant de pourcents, tel C'est tissu est ça. chargé à tant de pourcents, et si tu prends une technique différente, tu vas répartir ces contraintes différemment sur les C'est ce tissus. on en avait parlé dans le sprint et JB Morin, là, le papier de JB Morin, où la Ouais. position du bassin Ouais. influençait les contraintes sur les ischio-jambiers. Donc c'est bien qu'à un moment donné, la technique ou la façon dont les organisations sont organisées, donc la cinématique, influence les positions articulaires et influence les contraintes que tu vas mettre sur le muscle. Et d'ailleurs, bizarrement, il y avait un papier, et j'essaierai de le mettre, qui avait comparé des trailers et des coureurs à pied sur les contraintes et la dégradation du tendon d'Achille. Alors, faut pas rentrer dans le cliché du si j'ai dégradé mon tendon d'Achille, je peux plus courir ni rien. Mais globalement, en fait, tu t'aperçois que chez les coureurs à pied, donc sur la route, tu avais la portion médiale du tendon d'Achille, donc à l'intérieur, qui était plus désorganisée que la partie latérale. Et Mm. pourquoi? Parce que avec de la réitération de pattern avec de la pronation, enfin ta fesse le pied au sol, ta fesse le pied au sol, en fait tu vas plus contraindre la partie médiale du tendon d'Achille. C'est-à-dire que la façon dont tu cours, la technique, va contraindre certains tissus, comme Alexis le disait. Et je crois que d'ailleurs dans le trail, ils avaient montré que c'était... Enfin, tu avais des tissus de meilleure qualité, entre guillemets. Voilà. Donc là, par exemple, même d'un point de vue morpho, anatomique aussi, tu vois, si tu as quelqu'un qui a un pied plat et qui Ouais, est du coup biaisé sur de la pronation de pied et de l'éversion de cheville,
pour le coup, là, il va peut-être beaucoup plus charger la partie médiale du tendon d'Achille. Je sais que les sprinters, il y a beaucoup de sprinters à haut niveau qui ont des pieds plats. D'ailleurs, Usain Bolt en a un. Ou sinon, à l'inverse, si tu as un pied creux, que tu es biaisé sur de la supination du pied et de l'inversion de cheville, et que tu vois, pareil, par rapport aussi à ta mobilité, si tu n'arrives pas à accéder à de la pronation et tout ça, bref, tu vas peut-être davantage charger la partie latérale, pour le coup, du tendon d'Achille. Donc ça, c'est un exemple. Après, c'est pareil, sur je reprends l'exemple du squat, là où on prend le tendon patellaire. Il n'y a pas que le tendon patellaire, bien sûr, il y a beaucoup de structures, l'articulation fémoro-patellaire en elle-même, etc. Mais si on prend cet exemple, on zoome sur un tissu comme le tendon patellaire. Si tu fais un squat, si par exemple tu as des fémurs courts comme des haltérophiles asiatiques, parce que leur morphologie joue aussi sur la performance. C'est pas pour rien que d'ailleurs c'est les Chinois qui ont le plus de médailles olympiques en haltéro. Mais ouais, par exemple, t'es fait comme Tom Platz, le fameux bodybuilder là, qui faisait énormément de squats et qui fait beaucoup l'apologie du squat. Et que t'en as plein qui se disent faut faire comme lui, parce que t'as des idoles. Oui, il faut faire comme lui parce que lui il faisait des squats, t'as vu les quadriceps qu'il avait, etc. Mais enfin, le mec il avait des fémurs de 10 cm, tu vois, enfin j'exagère. Mais il avait des fémurs très courts, ce qui nécessite derrière beaucoup moins de mobilité au niveau du pied et en dorsiflexion de la cheville. Donc derrière, c'est quand même vachement moins contraignant et demandant. Ça ne veut pas dire que si tu as des fémurs plus longs et qu'il y a des demandes plus importantes en termes de mobilité, qu'il faut en faire une excuse. Mais derrière, il faut en tenir compte, tu vois. Quand tu as des fémurs longs, ça va te contraindre davantage sur la mobilité si tu veux faire un bon squat, entre guillemets. Et en tout cas, si tu n'as pas cette mobilité-là, et souvent les gens ne l'ont pas, bah, tu vas faire un squat qui va être moins genou dominant et qui va être plus sur la hanche, où tu vas beaucoup plus te pencher en avant et tu vas davantage contraindre tes hanches et le bas de ton dos, par exemple, et moins ton genou. Et inversement, t'en as qui vont plus contraindre leur genou. Donc, tu vois, en fonction de la façon dont tu vas réaliser ton squat, tu vas pas contraindre tes tissus de la même manière. Donc ça, je pense que c'est aussi important d'avoir l'esprit ouvert sur la technique d'exécution, en se disant, en ayant plusieurs techniques, je peux contraindre différemment, et en fonction de l'objectif que j'ai, d'adaptation de certains tissus, etc., je vais pouvoir choisir une technique plutôt qu'une autre. Et je pense qu'il faudrait qu'on parle juste par rapport au fait qu'on standardise les techniques. C'est aussi souvent dans un objectif d'être capable en tout cas de produire des forces qui sont maximales. Parce que tu imagines bien que plus tu ajoutes de la variabilité, moins l'intensité de l'exercice sera élevée. Et ça paraît logique en fait. Parce que plus l'environnement est variable, moins tu seras capable de mettre de l'intensité dans la tâche à réaliser. Par contre, plus l'environnement est restreint, et plus tu pourras mettre ton potentiel entre guillemets dans la production de force. Et c'est pour ça qu'on a tendance à standardiser et à utiliser des patterns bien spécifiques pour se dire ça va être notre pattern pour développer de la force maximale. Du coup on utilise quoi ? On utilise le squat, on utilise le soulevé de terre, on utilise les mouvements ou les patterns en fait, on parle même de patterns bien spécifiques, donc patterns de poussée, des patterns de tirage, de jambes, de bras, etc. Donc ça, je pense, faudrait parler, c'est-à-dire que tu peux apporter de la variabilité lorsque l'intensité de l'exercice est moindre. Donc imaginons si par exemple on va prendre le dos rond parce que je crois que tu as fait une vidéo dessus, mais si tu prends le dos rond, probablement que tu pourras jamais autant charger que si tu standardises sur la technique et que tu es capable d'envoyer ça, tu vois. Mais ça veut pas un dos plus droit, même s'il y a toujours de la flexion lombaire. Il y a toujours de la flexion lombaire. Mais ça veut pas dire que tu peux pas de temps en temps standardiser, ou même tout le temps, enfin majoritairement standardiser ta technique sur ton soulevé de terre. Mais par contre, derrière, sur des intensités moindres, exprimer de la variabilité et aller chercher des flexions lombaires plus importantes, etc. Ce qui peut être d'ailleurs même positif pour améliorer la production de force sur ton mouvement standardisé, quoi. Donc, en fait, il faut bien comprendre que il y a une relation inversée entre l'intensité et la complexité. Si tu es complexe, ce sera moins intense. Si tu es moins complexe, ce sera plus intense. Ouais. Et d'ailleurs, tu peux standardiser le dos rond. Hein. Tu vois, bien sûr, c'est sûr. Tu peux standardiser le dos rond parce que là, justement, et je pense que il faut que tu retiennes en écoutant ce podcast, c'est la relation entre, comme tu disais, l'intensité, la complexité et la variabilité. Plus on fait quelque chose d'intense, moins on a de variabilité, de complexité, et donc c'est ce que tu as dit.
Et pour prendre un exemple concret, on revient dessus, mais quand tu apprends un mouvement dans un sport, tu apprends l'haltéro, tu apprends n'importe quel sport, au début, tu vas commencer sur des efforts sous-maximaux pour ce qu'on va te dire, tiens, il faut que tu te concentres sur ton positionnement de tes articulations, sur ta respiration, sur tout ça. Mais quand tu arrives sur des intensités maximales, tu peux pas en fait te concentrer là-dessus. Quand tu fais une plio intensive, des grosses foulées bondissantes et tout, t'es pas en train de te dire mon genou il est à tant de degrés, tu vois ce que je veux dire? T'es pas en train de penser à ça, t'es juste en train de mettre le max d'intention que tu peux pour produire le plus de force possible et de vitesse en fonction de l'effort qu'on produit. Mais pareil, quand tu fais un arraché en haltérophilie, quand tu apprends au bâton ou avec une petite barre ou léger en sous-maximal, ça va. Mais quand tu es sur un effort max, c'est plus du tout la même chose, tu vois, du point de vue de la technique. Et d'ailleurs, c'est aussi un problème pour ça, souvent, c'est de s'entraîner tellement en sous-maximal qu'après, quand tu passes sur des efforts max, t'es jamais... Enfin, la technique est plus pareille, en tout cas pour les efforts de force, et du coup, t'es pas habitué, quoi. Mais ça, par rapport à ça, mais enfin, on pourrait dire entre guillemets que, enfin, on cherche à standardiser un mouvement et à se dire sur des charges, on va apprendre la technique sur des charges sous maximales, mais dès que tu as des charges maximales, on va dire, en fait, c'est un peu comme si tu changeais le mouvement, tu vois. Tu changes le pattern, tu changes les organisations, tu changes la coordination en fait que tu as besoin de faire. Totalement. Donc c'est indispensable. On pourrait même dire que on change de mouvement en fait. Alors c'est pas vraiment le cas, mais en termes de cinématique, mais en termes de vitesse, de force et tout, tu vas changer. Ouais. Tu prends n'importe quel exo de renfo, tu fais un squat, Barre vide. Bah oui, tu prends barre vide, ou même tu fais des séries à 80%, je veux dire, même si tu te laisses relativement peu de marge et tout, ça aura rien à voir que si tu cherches à faire un max, tu vois. Et d'ailleurs, pour ramener cette notion de variabilité, pourquoi on fait des manœuvres de Valsalva? Je t'en parlais tout à l'heure avant le podcast. Mais donc en gros, les manœuvres Valsalva, c'est une technique de respiration là aussi, où on va venir bloquer notre respiration avant de produire un effort maximal. Et derrière, on cherche à expirer tout doucement sur la partie concentrique. Mais là, en l'occurrence, on parle par exemple d'un squat. Tu vas déraquer ta barre, tu vas remplir tes poumons au maximum, tu vas bloquer ta respiration, tu vas descendre et tu vas expirer que quand tu remontes, tu vois. Ça, on n'y pense pas, mais tu fais ça pour justement limiter la variabilité. Et d'ailleurs, dans cet exemple-là, je t'en parlais tout à l'heure, mais c'est justement parce que quand on inspire, on va favoriser le tonus au niveau des extenseurs. Et dans le cas d'un squat ou d'un deadlift, par exemple, c'est pour ça qu'on bloque instinctivement notre respiration sur un effort max, parce que ça va nous aider en fait à produire notre mouvement d'extension. Donc ça, c'est important, même la réduction de la variabilité dans la respiration quand on est sur un effort max. Quand tu fais des squats à 60% de ton max, toutes les premières reps, t'as pas besoin de te dire vas-y, je bloque ma respiration à chaque fois, tu vois, tu peux enchaîner. Rien à voir. Ou quand tu fais de la plio extensive, ou que quand tu apprends un mouvement sportif en vraiment sous maximal, t'es pas en train de penser à ta respiration. Tu peux laisser libre cours à ta respiration. Tu fais du rythmique même des fois, donc et tu peux te concentrer sur les déplacements angulaires, les positions de tes articulations, tout ça. Quand tu es sur un effort max, c'est je bloque tout. Je réduis la complexité et je fais mon mouvement et ouais, c'est ça. Et puis des fois tu vois sur du sprint par exemple, si tu regardes c'est le plan frontal et puis sagittal du coup. Mais en fait, tu t'aperçois que sur des départs de sprint avec le torque au niveau des genoux, en fait, ils ont des rotations internes et des rotations externes au niveau du bassin et de la hanche. Et c'est là où tu te dis, ok, là, en fait, l'intensité de l'effort est tellement maximale que tu t'organises un peu comme tu peux pour réaliser la tâche, c'est-à-dire courir très très vite, quoi. Et du coup, bah, tu vois des rotations internes de la hanche, alors que tu pourrais te dire, mais c'est bizarre, parce que théoriquement, tu cherches à te projeter dans le plan sagittal, donc tu veux aller droit, donc tu veux une flexion de hanche qui va droite. Et en fait, non, ça fonctionne pas comme ça, ça veut dire que la hanche et tout le corps va s'organiser pour produire un effort qui est maximal, et dans ce cas-là, bah, des fois tu peux passer à côté de ta technique optimale, quoi. C'est clair. Et quand tout à l'heure tu reparlais un petit peu vite fait du papier de JB Morin, là, tu sais, l'influence des positions du bassin quand tu cours ou sur le sprint par rapport aux ischios. Mais encore quand tu cours en sous-maximal, bah tu peux penser, tiens, vas-y, je me mets en rétroversion, tout ça. Mais quand tu sprintes à fond,
tu peux pas penser à ça. Ou en tout cas, si tu penses à ta technique pendant que tu es dans un effort max, du coup, par définition, c'est pire. Tu vas réduire ta production de force ou ton intention qui est liée à réaliser le mouvement, tu vas la réduire parce que tu vas être en train de réfléchir à comment tu t'organises. Donc en fait, tu te tires une balle dans le pied. Et ouais, au final, sur des efforts max, il faut, ça doit être automatisé, quoi. Ouais. Et ça, j'ai eu une question il n'y a pas si longtemps par rapport à la réhabilitation sur une entorse à la suite du podcast qu'on avait fait sur la pliométrie. Et en gros, c'était juste de savoir comment on organisait un peu et quand est-ce que on peut augmenter l'amplitude au niveau de la cheville, puisque l'entorse, ça se fait en inversion de cheville. Donc on pourrait se dire, pour répliquer l'entorse, il faudrait travailler un peu l'inversion de cheville. Et moi, ce que je lui ai répondu, c'est que on peut travailler de la pliométrie avec de la variabilité pour justement améliorer tous ces facteurs-là au niveau de l'entorse ou quoi, mais ce sera toujours sur du sous-maximal, donc de la pliométrie extensive, ce sera sur voilà, de l'asymétrique et tout. Mais dans tous les cas, il va falloir revenir sur du standardisé dès qu'on sera sur de la pliométrie intensive, parce que par définition, on cherche une production de force qui est maximale. Donc tu vas pas t'amuser à aller chercher de la variabilité sur un effort max. Et quand bien même tu pourrais te dire, bah si, moi je vais essayer de, par exemple, faire de la pliométrie intensive avec de l'inversion de cheville, pourquoi pas. Mais moi je considère que du coup c'est pas de enfin c'est pas un effort max, puisque par définition il y a de la variabilité. Donc à chaque fois, encore une fois, c'est relation inverse entre variabilité et intensité. Mais ça veut pas dire que tu dois pas coupler les deux et faire les deux en parallèle. Par exemple, de l'extensif avec de la variabilité et de l'intensif sans variabilité. Ouais, je pense peut-être que souvent quand tu as trop de variabilité, tu as aussi peut-être une perte de stabilité. Ouais, bah oui, Et du probablement. coup, alors là, si tu perds en stabilité, du coup, tu peux plus produire le maximum d'intention et de force que tu voulais. Comme tu dis, faire des sauts en inversion de cheville en intensif, ce sera pas de l'intensif. Parce Bah que oui. du coup, ton pied, enfin, toute l'organisation de ton corps par rapport au fait que ton pied, enfin, ta cheville est en inversion, fait que tu vas pas être stable. Oui, c'est ça, ouais. Et du Ou coup, alors tu sur peux. du point incliné, tu vois, on aurait pu dire. Peut-être pas de l'inversion Voilà, sur totale, du mais. plan incliné, tu pourras pas produire autant que sur un plan normal, Ouais. enfin un plan plat, quoi. Donc ouais, ça c'est vraiment le truc à retenir, je pense, c'est le lien entre intensité, variabilité, complexité. Et ouais, je repense aux travaux de Nicolas Bernstein, pour ceux qui ça parle dans les années 60. Là, c'était le premier, je crois, à parler quand il parlait de l'apprentissage moteur et de la variabilité de mouvement. Et on mettra l'image, hein, mais je t'en parlais tout à l'heure, mais l'image Marteau, ouais. du mec, je crois je sais pas s'il plantait un clou, je sais plus ce qu'il faisait, mais Il l'image avec tapait un sur un marteau, marteau, ouais. il tape comme ça, et supposons que tu as un marteau et que tu cherches à clouer quelque chose. Le but de la tâche, il est simple, c'est de clouer un truc. Donc tu dois taper sur le clou. Mais quand tu regardes la position, la trajectoire du bras sur le mouvement de clouage, on va dire, Mm. elle est différente à chaque fois, en fait. Ouais. À chaque fois qu'il fait le mouvement. Et pourtant, le but, il est le même. Et la tâche, à chaque fois, elle est réalisée de la même manière. L'endroit sur lequel tu dois taper, c'est toujours le même. Mais la trajectoire pour y arriver, tu te dis, oui, si quelqu'un qui est expert dans ce mouvement-là, admettons, ça veut dire qu'il aura toujours la même trajectoire. Mm. Il va toujours faire de la même manière. Mais non, en fait. Justement, il aura quelques variations qui font que il aura plusieurs options pour arriver au même objectif. Et c'est ça qui fait l'expertise. Et même si on disait oui, quand tu fais sur de la grosse intensité, tu as une perte de variabilité, il faut quand même que tu en aies, tu vois. Ouais. Un minimum. Parce qu'au final, si tu restreins trop, tu augmentes ton risque de blessure aussi quelque part. Ouais. Tu vois. Parce que ça veut dire que Parce que sur de l'intensité, c'est bien, mais après, il y a aussi la notion de fatigue. Ou quand il y a de la fatigue dans l'intensité, derrière, la fatigue a tendance à restreindre les options que tu avais. Sauf que si tu n'en avais déjà presque pas, vu que tu es sur du très intensif, tu rajoutes un autre élément qui va réduire la variabilité. Et là, je pense que ça peut jouer sur le fait que que tu te blesses. On rappelle la blessure, hein, on avait fait un podcast là-dessus, sur la relation entre capacité et contrainte. Mais justement, si tu as une fatigue qui s'accumule et que tu as une diminution de la capacité, Mm. et qu'après la technique se trouve, ta technique d'exécution dans le mouvement que tu fais se trouve changée, et du coup, tu vas venir charger d'autres tissus Mm. dont tu vas dépasser la capacité et les contraintes vont être trop importantes, tu te blesses. En fait, c'est un peu ça Ah oui, c'est pourrait, exactement ça, ouais. un Mais, peu comme ça qu'on pourrait définir mais le. ouais, mais du coup, ouais, ça souligne bien quand même le fait que
on peut pas faire que du standardisé, il faut quand même exprimer un peu de variabilité dans le mouvement, mais ça reste quand même intéressant de standardiser pour avoir des productions de force qui sont maximales. Voilà, les deux sont importants, et encore une fois, il faut pas voir les choses de manière binaire, noir ou blanc, etc. Et il faut pas se dire oui, non, la technique on s'en fout, la variabilité on s'en fout. Il faut pas se dire non plus qu'il faut absolument faire un mouvement d'une manière précise et pas faire le reste. D'ailleurs, ça m'avait fait rire parce que j'ai vu hier, je regardais une vidéo où c'était une championne du monde en powerlifting qui faisait un bench press, un développé couché. Et elle le fait d'une manière, en fait, t'as quelqu'un dans les commentaires qui lui dit que genre c'est n'importe quoi sa technique et tout. Toujours. Et elle lui a répondu, bah, je suis championne du monde de telle année, avec telle charge et tout, en catégorie machin. Le mec, il savait pas quoi dire. Mais c'est-à-dire qu'on va juger ta technique en te disant ce que tu fais, c'est de la merde, tu vois. Sous quel prétexte, en fait, déjà alors qu'en fait, derrière, tu es très performant dans ce que tu fais, tu vois. Ça, Ouais. et qu'il y a, voilà, chacun a sa vision et une façon de faire. Tu vois, moi, des fois, quand je montre mes entraînements et que je fais des squats, j'ai toujours un mec ou deux, tu sais, qui va m'envoyer un DM, me dire ah mais t'as les genoux qui rentrent sur l'intérieur quand tu remontes du squat. À chaque Moi, fois j'envoie la vidéo parce que les gens savent pas forcément, mais j'envoie une vidéo que j'avais fait là-dessus. Mais ça pareil, c'est on va pas en parler spécifiquement du grand adducteur, etc. Mais c'est de la variabilité en fait. Mais ouais, moi j'ai eu sur le squat, j'ai eu par rapport aux chaussures, parce que tu sais, moi j'utilise des chaussures, c'est carbone là. Tu sais, T'es sur un plan instable, là, t'es ouais, sur un bosu. bah là c'est ça, il y en a plein, ils m'ont dit ouais, mais tu contrains la production de force et tout. Et c'est vrai, en fait, enfin, ils ont probablement raison, tu vois. Mais en fait, oui, je manipule l'environnement, entre guillemets, quoi. Mais ouais, les gens de toute façon ont toujours une question sur soit la profondeur de mon squat. Ouais, tu vas passer par. Ouais, c'est ça. Mais après, ça va aussi dans l'autre sens. Tu vois, là, t'as dit powerlifter avec une technique et tout, et elle se fait bâcher dans les commentaires. Mais des fois, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la technique est magnifique, sur les standards d'esthétique en tout cas. On se dit, waouh, le mec, il court trop bien et tout. Regarde comment c'est propre, attaque avant-pied ou quoi. Du coup, c'est la bonne technique, et du coup, ça, c'est efficient. Du coup, c'est économique. Du coup, il faut que tu développes ce pattern-là. Alors que tu t'as aucune idée, en fait. Tu sais pas si. Je sais pas, sa consommation en O2 elle est meilleure avec cette technique là, et ça se trouve s'ils partaient en valgus ce serait mieux. Ils ont aucune idée, aucun contexte. Et encore là, il y a pas si longtemps, j'ai entendu des trucs sur les réseaux sur la technique de course, et c'est encore une fois du standardisé sur l'esthétique, un modèle d'esthétique commun qui fait pas trop sens. Mais après, moi je suis aussi le premier à me dire des fois, putain, lui il court bien quoi. C'est propre, tu vois, c'est beau. Mais ça veut pas dire derrière que. C'est sûr que d'un c'est point de meilleur. vue purement esthétique, quand tu vois quelqu'un courir avec un gros valgus, C'est pas extraordinaire, ouais. c'est pas beau d'un point de vue. Après, encore une fois, ça, hein, bon, on n'est pas sur un podcast de philo, hein, on va pas parler de la notion de beauté et tout, mais c'est vrai que beaucoup de gens s'accordent à dire que c'est pas beau ou quoi. Mais d'un point de vue purement performance et biomécanique, quand tu vois C'est un lié à la valgus, propulsion des fois. tu te dis oui, bah c'est un torque interne où toutes mes articulations de la hanche, du genou, du pied et de la cheville vont aller vers l'intérieur, les tissus vont s'étirer, les articulations vont s'ouvrir, je vais stocker de l'énergie élastique dans les tissus conjonctifs et je vais avoir de l'énergie qui est gratuite, tu vois, Mm. que je vais restituer derrière par un torque externe quand je me propulse sur mon pattern de course à pied. Bref, et au final, ça peut être assez économique, même si c'est pas beau, par rapport à à une autre technique. Mm. Et ça, les gens ont pas forcément le truc. Théorie de. Alors, je sais plus qui c'est qui avait fait ça. Quelqu'un qui a travaillé en biomécanique sur la course à pied. C'est la théorie du mouvement préféré, là. Le preferred Ah, movement path. Et en gros. Alors, eux, c'était un peu différent. Il me semble qu'ils avaient utilisé différents types de chaussures, et ils avaient vu un peu comment le pied bougeait, en fait, à partir d'un environnement qui change. Et en fait, ils ont vu que le pied s'orientait sur son mouvement préféré. Parce qu'à un moment donné, il est contraint par l'environnement qui est la chaussure dans ce cas-là, et il va aller à l'endroit où c'est le plus efficient pour lui, quoi. Donc encore une fois, la même chose, quoi. La technique et environnement et tâches spécifiques. ouais, c'est clair. Donc je pense qu'on a. On a fait... Il y a des trucs qu'on n'a pas vu encore là, je crois. On avait noté 2 mythes là. Les limites de la Ouais, non, technique. mais c'est les mythes qui reprennent un peu. En fait, j'avais mis premier mythe, si ce n'est pas parfait, ça compte pas. Et c'était juste pour illustrer ou quoi, mais du coup, je pense qu'on l'a bien illustré.
Et puis le deuxième mythe, c'est de dire que tout le monde devait s'entraîner avec une technique identique. Et ça, on l'a vu. Ça peut dépendre de la morpho-anatomie, ça peut dépendre de la tâche à réaliser, l'objectif en fait. Euh, qui sommes-nous pour juger d'une technique alors qu'on n'a aucun contexte? Ouais, c'est le contexte en fait. Ouais, Encore c'est une fois, ça. c'est ça le plus important. Donc, Ouais. Ouais. voilà, c'est compliqué de donner des critères bien Déjà, quand spécifiques. tu. Ouais, je pense que c'est toujours. Déjà, le niveau de pratique, je pense que c'est important aussi. Mm. Tu vois, quelqu'un qui débute dans quelque chose, effectivement, il faut peut-être standardiser pour l'apprentissage du pattern, enfin, des patterns, etc. Et après, que chacun exprime sa variabilité en fonction de ses propres caractéristiques et tout. Et petit à petit, pareil, quand tu es à haut niveau, tu vas pas dire. C'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est fou. Des gens qui ont zéro contexte et qui n'ont jamais fait un sport, ils vont aller dire à un mec qui est à haut niveau dans son sport que sa technique est pas bonne. Mais Qui t'es, quoi? t'es qui pour dire ça? Genre, et puis sachant que même si par exemple, tu vois, l'athlète en question à haut niveau, il change d'entraîneur ou de préparateur physique ou quoi, et que, admettons, d'un préparateur physique ou d'un entraîneur à l'autre, il y a des philosophies d'entraînement très différentes, bah, si cet entraîneur change totalement la façon dont l'athlète s'entraîne, admettons, il peut avoir un impact délétère en fait sur Ouais, sa complètement. performance en voulant changer sa technique parce que selon lui, selon sa philosophie, sa technique à l'athlète n'est pas bonne et que il serait meilleur s'il faisait différemment. Et en fait, tu te rends compte que non, en faisant différemment, il fait moins bien. Euh, donc ouais, faut peut-être que les choses s'orientent assez naturellement en fait après. Ouais, ouais, Ouais. c'est un grand débat, même dans la course à pied, où on a tendance à se dire, est-ce qu'on doit faire des. Enfin, jeunes, ils font des écoles de course, un petit peu, tu vois. C'est un grand débat. Je pense que tu vois, il y a toujours ce continuum entre variabilité, intensité, où on disait du plus au moins. Plus il y a d'intensité, moins il y a de variabilité, mais peut-être aussi que, et ça je sais pas ce que tu en penses, mais dans le développement et dans l'entraînement, tu vois, tu dis chez les jeunes, l'école de course, donc pour le coup, on standardise, Ouais. on a, pour le coup, quand on standardise, on n'est pas trop dans la variabilité, mais bref, on a peut-être plus de variabilité au début, et plus on arrive à un haut niveau et loin dans une carrière sportive, moins on va varier, enfin, moins on va varier. Bah, Comment plus on dire? va être à l'aise dans le standard, déjà, dans le Voilà, plus standardisé. on est à l'aise dans le standard et plus on arrive à naviguer autour et à rester efficient dans la variabilité, tu vois. Hmm. Mais globalement, après, chacun trouve sa façon de faire, tu vois. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je pense qu'il y a un peu un continuum dans le temps et aussi dans l'intensité et tout. Mais ouais, comme la réponse à cette question de départ, et qui est l'objet de ce podcast, existe-t-il une bonne technique d'exécution? Non. Non. Réponse courte, non. Réponse longue, ça dépend. Il y a probablement une bonne technique pour un individu donné, pour les caractéristiques qu'il a, pour son niveau Pour une d'entraînement. tâche, pour un truc, quoi. Je veux dire, il n'y a qu'à regarder dans tous les sports à haut niveau, ceux qui performent, ils font tous les mouvements d'une manière différente. Et ouais, je reprends cet exemple de l'haltéro, mais moi, quand je vois, tu vois 10 athlètes différents passer sur le même mouvement, ils vont tous le faire d'une manière différente. Ouais, c'est Ils bizarre. vont tous Mais puis s'organiser même, tu pourrais différemment. dire dans l'évolution. Tu vois, dans le 100 en hauteur, avant, il passait en ventral, je sais pas si tu vois. Et puis un Ah oui, jour, il y oui, a oui, un il mec y qui en a a. qui... Puis Fusbury, il est arrivé, il a dit, mais qu'est-ce qu'ils me font là? Paf, il est passé en sur le dos. dorsal, ouais, sur le dos. Parce que lui, il a considéré que pour réaliser la tâche qui était de passer par-dessus la barre, c'était mieux de passer comme ça, quoi. Et ils l'ont tous L'évolution. regardé en mode, ouais, c'est pas la bonne technique. Mais lui, Ah, il ils a sont fait, foutus mais de je suis sa le gueule. meilleur, en fait. Ils Donc, sont foutus de sa gueule. après, c'est extrême, parce que là, il a changé complètement un peu la discipline. Mais voilà, encore une fois, qui sommes-nous pour dire Là, il y a pour une le bonne coup, technique? sa technique était meilleure. Bah, Si on pour la compare. tâche, ouais, si on voulait dire une tâche pour. Enfin, non, une technique pour une tâche donnée. Et là, dans ce cas-là, oui, il était meilleur, ouais. C'est Donc clair voilà. que si... Après, encore une fois, le contexte. C'est ça, ouais. Si on parle d'un squat, vaut mieux squatter... Enfin, il y a une technique pour le squat. Hmm. Parce que si tu squattes en good morning, tu ne seras jamais aussi efficient que si tu... Mais là, c'est normal parce que tu C'est crées les de la leviers, ouais, c'est variabilité ça, ouais. et du coup, sur un effort max, tu es moins efficient. Mais ouais, donc tout dépend du contexte. On a parlé de pas mal de choses. On a vu qu'il y avait une influence de la morpho-anatomie, de la mobilité. On a vu que ça pouvait varier suivant les individus, que en fonction de ton niveau de pratique également. On a parlé aussi que la technique, bah, vu que c'était
un moyen de réaliser une tâche donnée, que il y avait plein de façons de le faire, et que finalement aussi d'un point de vue tissulaire, du développement des qualités physiques, physiologiques, tout ça, c'était juste des façons de répartir les contraintes sur des tissus. Et donc il y a plein de façons de faire et qu'il y a des intérêts pour chaque technique différente. Et donc que non, en fait, il n'y a pas de technique parfaite en tant que telle. Donc je pense que c'était important de clarifier un petit peu dans ce podcast sur cette notion-là, comme ça répondra à beaucoup d'interrogations. Voilà. Donc écoute, je pense, si tu as des questions ou si jamais ça soulève évidemment des réflexions de ta part, n'hésite pas à mettre un commentaire, on répondra hein, évidemment. Et lâche un petit like, abonne-toi à la page pour écouter les prochains podcasts. Et puis écoute, je pense qu'on se retrouve pour la suite dans le prochain podcast.